On mange des montagnes de sucre, trop de sucre. Alors on essaye de le remplacer par autre chose. Les premiers édulcorants artificiels ont fait leur apparition il y a plus de 100 ans. Au fil des décennies, ils se sont imposés dans notre alimentation, puis multipliés, pour entrer dans la même dynamique que le sucre. On en trouve partout, cachés, là où on ne les attend pas. Pas de calories, pas de caries, pas de problème? Pas si sûr. Sommes-nous encore capables de distinguer les vrais des faux sucres? Nous avons organisé une petite expérience au restaurant d'un centre commercial genevois. Au menu, ketchup, chocolat, coca, yogourt vanille et petit beurre. À chaque fois, 2 versions d'un même produit. L'un édulcoré, l'autre pas. Ça, c'est le zéro. Ça, c'est le coca normal. Donc si vous deviez dire dans lequel il y a des édulcorants, dans lequel il y a du sucre, Celui-là. celui-là, il y a du sucre? Ouais. Ça va faire passer si Ouais, c'est sûr. normal. Et zéro, c'est avec la passion. Je suis sûr. Bah, c'était l'inverse. C'est pas lui? Non. C'était l'inverse, j'ai déçu. Le vrai coca, celui que vous appelez le vrai coca, en fait, c'est le coca zéro. Ah bon? Le plus foncé a l'air plus consistant. Ouais. Après, je suis vraiment embêté. Ouais, celui-là. Celui-là. Ah non, ça a un goût de vanille, attendez. Non, plutôt dans celui-là. Celui-ci a des Ouais. édulcorants. Et celui-là, c'est d'après vous Ouais. le vrai. Oui. C'est l'inverse. Ah mince alors. Je me suis fait avoir. Nos dégustateurs ont préféré le coca zéro, trouvé le ketchup édulcoré trop sucré, le petit beurre édulcoré moins consistant, le yogourt vanille pas assez sucré. Mais moins de la moitié des dégustateurs a pu identifier les produits édulcorés. Mais comment est-ce possible? Avec la mode des régimes, les édulcorants se sont multipliés et depuis quelques années, on en trouve dans tellement de produits qu'on ne les repère bientôt plus. Si nos papilles s'y trompent, c'est aussi parce que les édulcorants sont de mieux en mieux conçus. Je crois qu'il y a tellement de travail qui sont faits par les fabricants pour justement empêcher, en rajoutant une petite molécule, ça empêche que l'amertume apparaisse en arrière-bout ou des choses comme ça, que finalement, tout est fait pour qu'on ne le découvre pas. Janine Ressigen est professeure d'évaluation sensorielle à la Haute École d'ingénieurs de Sion. Gommer les arrière-goûts chimiques et surtout faire durer le plaisir. C'est la recette gagnante des édulcorants. Les chercheurs ont comparé ce qu'il se passe dans notre bouche quand on mange du sucre et des édulcorants. Le sucre libère son goût très vite et il disparaît rapidement. Le sucralose, un édulcorant intense, prend plus de temps à libérer son goût, mais il reste plus longtemps dans la bouche. Et pour l'aspartame, c'est encore plus long. Voilà pourquoi notre bouche reste plus longtemps sucrée quand on boit un soda zéro. Quand on a la perception de sucre en bouche, souvent on aimerait en boire plus. C'est aussi un effet qui est marketing, je dirais, mais qui est bien présent dans certaines boissons. Et certainement que certains édulcorants sont travaillés. Des édulcorants conçus pour plaire à nos papilles. Mais il y en a un qui ne se laisse jamais tromper, c'est le cerveau. À l'Université de Lausanne aussi, on fait des expériences de dégustation, avec des souris. Depuis des années, Bernard Torrance étudie les mécanismes d'assimilation du sucre, carburant indispensable de notre cerveau. Là, on essaie de faire un test de préférence, c'est-à-dire de voir si elle préfère des édulcorants, enfin de la saccharine, ou une solution de sucre. Et en fait, ce qu'on va observer, c'est que dès qu'on met les souris en présence soit d'une solution de sucre, soit une solution de saccharine, si on laisse aller pendant 1 jour, 2 jours, et on verra que la souris, elle va prendre que de la solution qui contient du sucre et pas les édulcorants, parce qu'elle aura repéré finalement que c'est là qu'il y a l'énergie dont elle a besoin. Donc le cerveau des souris, il ne se laisse pas mieux tromper que le nôtre. Non, il est très fiable et il repère très très bien ce dont il a besoin. Et c'est le sucre dont il a besoin. Oui. Un manque de sucre peut être très dangereux, voire mortel. C'est pour ça que notre cerveau ne se laisse pas tromper, à l'inverse de nos papilles. Un édulcorant va juste créer de la frustration. Ces cellules vont toujours être activées. Elles vont toujours vous donner un signal qui dit « j'ai besoin de sucre ». La donnée des édulcorants va conduire, après, lorsqu'on a accès à des nourritures sucrées, à une compensation, d'une surcompensation, et donc une consommation plus grande que nécessaire, si vous voulez, de sucre.
Vous pensiez résoudre tous les problèmes en remplaçant le sucre par des édulcorants ? Détrompez-vous, ils n'ont aucun effet positif, ni sur le poids, ni sur la santé. C'est pas exact, c'est parce qu'on observe de façon épidémiologique, depuis qu'il y a des édulcorants et de façon de plus en plus massive, toutes les épidémies d'obésité, de diabète n'ont pas été freinées du tout. On essaie de remplacer le sucre par les édulcorants, mais est-ce que c'est bénéfique ? Non, il n'y a aucun bénéfice à ça. Il n'y a aucun bénéfice. Il n'a pas fallu attendre les progrès de la chimie pour édulcorer notre nourriture. La douceur du miel et des fruits était déjà utilisée dans la haute antiquité, mais aujourd'hui, ce sont bien des produits de synthèse qui colonisent nos aliments. En Suisse, une vingtaine d'additifs chimiques est autorisée. Le marché nous fait souvent croire à des produits naturels, alors que, vous allez le voir, on est bien loin du compte. Érythritol, acésulfame, sirop de yacon. Des édulcorants, il y en a plusieurs sortes, avec ou sans arrière-goût, avec ou sans calories, 2 fois, 30 fois, 600 fois plus sucrants que le sucre. On les classe en 3 groupes. Le premier groupe, ce sont des cousins du sucre. Ils contiennent aussi des calories. On en met la même dose, ils ont le même pouvoir sucrant. Il y a notamment tous ces sirops, agave, riz, yacon, coco, dattes, des jus de plantes, de céréales ou de fruits qu'on a concentrés pour qu'ils deviennent des sucres. Un petit air de naturel qui plaît beaucoup aux consommateurs. Mais remplacer les sucres par ces sirops pose quelques problèmes. Wilfred Handlauer est chimiste des denrées alimentaires à la Haute École d'ingénieurs de Sion. Nous lui avons amené une partie de ce qu'on trouve dans nos supermarchés pour remplacer le saccharose. Alors, les sirops des plantes, ils sont très doux à cause de fructose qu'il y a dedans. Fructose, c'est plus doux que glucose et saccharose. Et fructose, aujourd'hui, on sait que c'est métabolisé directement dans le foie en graisse et c'est aussi stocké dans le foie en forme de graisse. Et pour ça, on essaye d'éviter aussi fructose dans notre alimentation. Donc, c'est pas une bonne idée de substituer le sucre par ces produits Au niveau santé, on ne gagne rien. Au niveau porte-monnaie, on perd. Deuxième groupe d'édulcorants, les polyols, appelés édulcorants de masse. Moins caloriques que le sucre, ils ont un pouvoir sucrant identique et l'avantage de ne pas causer de caries. C'est pour ça qu'on les trouve avant tout dans les bonbons et les chewing-gums. Facile à les reconnaître, ils finissent quasi tous en ol. Maltitol, isomaltitol, lactitol, mannitol, sorbitol, xylitol, érythritol. Pas de calories ? Peut-être, mais ne mangez pas tout le paquet en nous regardant. On ne les digère pas très bien et très lentement. Conséquence, au-delà de 50 grammes, ils ont un important effet laxatif. Troisième groupe d'édulcorants, les édulcorants intenses. Il y en a 10 autorisés en Suisse. Les plus connus sont sucralose, aspartame, acésulfame K, cyclamate et saccharine. On les appelle intenses à cause de leur très fort pouvoir sucrant, entre 40 et 600 fois plus que le sucre, le tout sans calories. L'édulcorant parfait n'existe pas, c'est pour ça que l'industrie alimentaire les combine. Ceci explique des étiquettes comme cela. Il y a des édulcorants qui sont sensibles à la chaleur, comme cyclamate. Si on veut faire un gâteau et on prend cyclamate, la pâte, elle est douce. Mais après cuisson, le gâteau, c'est plus doux. Donc, on a dégradé cet édulcorant, on a perdu cette sucrosité. Sinon, on a des édulcorants qui sont sensibles contre l'acidité. Aspartame. Donc, si on prend une boisson light, sucrée, avec aspartame, ça se dégrade, la sucrosité avec le temps. Hein. Donc, jusqu'avant la date de péremption, c'est beaucoup moins doux que fraîchement fabriqué. Bon, voilà. Maintenant, vous savez comment reconnaître si on vous sert un vieux coca. Il y a quelques années, bannir le sucre, c'était manger léger, faire régime. C'est vrai que le sucre blanc, consommé en excès, a une incidence sur la prise de poids. Selon l'OMS, un adulte type ne devrait pas consommer plus de 25 grammes de sucre par jour, soit 6 cuillères à café. C'est dire si aujourd'hui, vendre un produit sans sucre est devenu un puissant argument marketing. Vous vous souvenez de cette petite souris ?
ces produits, ça vous rappelle quelque chose? Ne les cherchez plus, ils ont disparu de nos rayons. Ou presque. C'était plutôt une tendance qui allait vers le régime. Donc le léger était un petit peu l'utopie, que je puisse manger autant qu'avant, mais comme je mange léger, alors je vais maigrir. Il s'est quand même développé ces dernières années une autre tendance qui va plus vers le fitness, vers l'activité, vers au contraire peut-être manger mieux mais moins, ou plus concentré. Ben là on est dans les protéines par exemple. Pour trouver, ou plutôt retrouver les produits édulcorés dans vos supermarchés, un petit truc. Cherchez la mention High Protein sur l'emballage. Faites le test. Ils sont toujours là, nos édulcorants, mais ils ne s'affichent plus comme avant. Depuis quelques années, les étiquettes aux allégations ambiguës se multiplient. Du coup, des édulcorants, on en consomme très souvent à notre insu. Et ça, c'est un problème, même s'ils ne sont pas dangereux pour la santé. Petit décryptage avec la diététicienne Séverine Chedel. Alors ici, on a un produit Skir. Et quand on regarde un peu plus près, on se rend compte qu'il y a des édulcorants, alors que c'est vrai que ce n'est pas forcément un produit qui a été mentionné comme ça. Donc c'est un peu la confusion. On a l'impression qu'on note toutes les allégations possibles pour attirer l'œil, sans lactose, sans gluten, sans graisse. Donc c'est un produit qui a l'air hyper sophistiqué, mais qui n'est pas forcément quelque chose de beaucoup mieux que les autres. Alors là, on a un produit qui sont des probiotiques. Alors là aussi, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des édulcorants. Et il y a plusieurs édulcorants dans ce produit, ce qui est quand même assez perturbant parce qu'actuellement, il y a des études qui montrent que les édulcorants perturberaient la flore intestinale, alors que ces produits-là, ils sont plutôt pour essayer d'améliorer notre flore intestinale. On a des barres de céréales aussi. Alors dans ce produit-là, il y a aussi des édulcorants comme le maltitol qui peuvent avoir aussi un effet laxatif. Donc chez des sportifs qui consommeraient des barres comme ça, qui sont déjà pas très intéressantes au niveau du sucre, il y a l'effet aussi laxatif et ça c'est vraiment pas tout à fait recommandé chez le sportif. Souvent ce sucre qu'on a enlevé pour des raisons technologiques doit être compensé par des graisses. Donc au niveau calorique, ça change souvent pas grand-chose. Donc le risque aussi c'est de se dire tiens ce chocolat il a moins de sucre, et d'en manger un petit peu plus. Graisse, fibres, amidon, protéines, arômes, conservateurs, polyols. Voici un petit aperçu de ce qui est ajouté aux édulcorants pour remplacer le sucre, imiter sa texture, sa brillance, la consistance qu'il donne aux préparations. Et ces nouveaux produits tendance high protéines édulcorés, on y met quoi au juste à la place du sucre ? Puisqu'Amy n'a pas voulu nous ouvrir ses portes, nous sommes allés chez Elsa, qui fabrique ses yogourts vendus à la Migros. Effectivement, on a enlevé tout ce qui est sucre, saccharose ajouté. Donc, par quoi on l'a remplacé? D'une part, par les protéines qui font les caractéristiques de ce produit. Et on a quand même équilibré cette saveur sucrée avec l'ajout d'édulcorants. Depuis de nombreuses années, Jean-Pierre Monet crée de nouvelles recettes pour la Migros. Son défi, trouver par quoi remplacer la masse de sucre. Puisque des édulcorants, on en met une beaucoup plus petite quantité. On va travailler pour édulcorer. On va travailler sur la préparation de fruits, sur la confiture. Donc on va plus concentrer les fruits, donc on va réduire la partie eau de la confiture jusqu'à équilibrer la quantité de sucre qu'on mettait en moins. Donc une masse de fruits traditionnelle contient environ 40% de sucre. Donc on va réduire cette partie et on va mettre peut-être 0,5% d'édulcorant. Donc tout ça c'est du fruit. Je dirais qu'une masse de fruits édulcorés est plus riche en fruits par rapport à une masse traditionnelle. Le sucre a un autre avantage, il ne coûte pas cher. Si dans ces yogourts édulcorés, on trouve plus de fruits, ça n'est pas le cas pour tous les produits. Pour ne pas faire augmenter les coûts de production, les fabricants choisissent parfois des substances qui, au niveau santé, ne valent pas mieux que le sucre. Mais pourquoi donc toutes ces recherches pour des produits édulcorés qui ne font pas maigrir et qui ne sont pas plus sains?
Le but de ces produits, c'est pas d'être édulcorés. Si certains sont édulcorés, c'est parce qu'ils correspondent à un goût, une douceur qu'on veut atteindre et qui correspond à ce qu'attend la clientèle. Le marché des produits édulcorés suit les tendances. On aime le goût sucré, mais on ne veut plus manger de sucre, ni du light. Alors on réduit le sucre dans les gammes classiques d'un côté et on inonde le marché avec de nouvelles gammes édulcorées de l'autre. Bref, on n'est pas très cohérent. Et le problème, c'est que tous ces produits entretiennent notre dépendance au goût sucré, qui est de plus en plus grande. Bref, on nous fait croire et on se persuade que le sans sucre, c'est la solution. Et même les étiquettes sont là pour nous rassurer. Sans sucre ajouté, light, zéro sucre ajouté. Dans tous ces produits, on a des boissons qui sont là, par exemple, avec moins de sucre, avec zéro sucre ajouté. On ne sait pas, en lisant l'étiquette, s'il y a des édulcorants, donc on est obligé de regarder derrière. Là, on se rend compte qu'on a des édulcorants. Pourtant, l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires est très précise. Allégé, light, léger, réduit en sucre, c'est un produit avec une réduction de sucre d'au moins 30%, mais qui peut contenir le même nombre de calories qu'un produit similaire. Dans ces produits, l'ajout d'édulcorants est autorisé. Un produit à faible teneur en sucre doit contenir maximum 5 g de sucre pour 100 g pour les aliments solides, 2,5 g pour 100 ml dans les boissons. Pour mettre cette allégation, on peut remplacer les sucres par des édulcorants. Trop facile. Si c'est écrit sans sucre, 0%, ça veut dire que le produit contient au maximum 0,5 g de sucre par 100 g ou 100 ml de boisson. Là encore, tous les sucres peuvent être remplacés par des édulcorants. Et finalement, si c'est écrit sans sucre ajouté, en théorie, il n'est pas permis d'ajouter ni sucre ni édulcorant. Seulement voilà, nous avons constaté que sur la quasi-totalité de nos produits avec la mention sans sucre ajouté, on trouve des édulcorants. Vigilance donc à la lecture des étiquettes, tout comme d'ailleurs aux notes attribuées par les applications Nutri-Score. Souvent, les produits édulcorés sont mieux notés que les produits au sucre naturel. Bonsoir Maya Cholet. Bonsoir. Alors c'est vous qui avez fait ce constat assez édifiant. Comment on explique aujourd'hui que tous ces produits peuvent afficher l'inscription sans sucre ajouté alors qu'ils contiennent des édulcorants? Alors oui, on était très surpris de ce constat parce qu'en fait, dans l'ordonnance, c'est bien écrit que c'est interdit. C'est très clair, l'étiquette et l'emballage ne doivent pas induire le consommateur en erreur. Donc tous ces produits enfreignent la loi. Voilà, c'est ça. En pratique, les fabricants jouent avec la zone grise, ils jouent un peu avec les mots. Les édulcorants, ce n'est pas exactement des sucres ajoutés. Et puis, une fois qu'un des fabricants s'engouffre dans la brèche, les autres suivent. On est vraiment à la limite de la tromperie. Et puis, ce serait au Conseil fédéral d'agir pour mettre de l'ordre dans tout ça. Mais est-ce que la loi est claire ou est-ce qu'elle offre une petite marge d'interprétation? Alors, l'ordonnance est claire. Après, la marge d'interprétation, c'est les fabricants qui se l'octroient. Et visiblement, il n'y a pas de contrôle strict. Alors, apparemment pas. Alors, il y a une dose journalière admissible pour le sucre naturel. Et cette dose est très compliquée à atteindre avec des édulcorants. Oui, il faudrait 36 yogourts édulcorés ou alors 144 de ces petites pastilles édulcorées ou 2 litres de coca. C'est vraiment des doses très difficiles à atteindre pour atteindre de la dangerosité des édulcorants. Le problème, c'est plutôt que les édulcorants ils sont dangereux sur le long terme. Ça entretient notre dépendance au goût sucré et puis c'est complètement inutile pour maigrir. Quand on voit la qualité et la quantité de ces édulcorants, est-ce qu'on doit aujourd'hui s'inquiéter? Ce qui est inquiétant, c'est surtout le manque de transparence et puis le fait qu'on en consomme beaucoup à notre insu, comme par exemple dans ces petites bouteilles probiotiques ou bien dans les yogourts de type Skyr, ou alors quand c'est écrit sans sucre ajouté sur l'étiquette et qu'on est sûr qu'il n'y a pas de sucre ni d'édulcorant. Alors ce n'est pas officiellement la saison des confitures, elle va bientôt approcher, mais tout de même vous avez voulu tenter une expérience, réaliser d'un côté une confiture naturelle et de l'autre avec du sucre naturel justement, et de l'autre des confitures avec des édulcorants. Duel sucre naturel, édulcorant acte 2, c'est toujours en compagnie de Janine Rey-Siegen. Dans le laboratoire cuisine de la Haute École d'ingénieurs de Sion, nous avons décidé de tenter une petite expérience avec la complicité de Janine Rey-Siegen. Préparer des confitures aux édulcorants. Comment réagissent-ils une fois chauffés? Comment doser une substance 600 fois plus sucrante que le sucre?
La sucrine en poudre, la sucrine liquide, c'est tous des édulcorants que j'ai trouvés dans la grande distribution. Alors certains sont conseillés pour être chauffés. Il faut faire attention parce que comme ce sont des molécules de synthèse, quand on chauffe, il y a souvent une dégradation. Donc il faut bien choisir un édulcorant qui est thermorésistant. Bon, espérons qu'on n'a pas fait les mauvais choix. Première version, la bonne vieille confiture avec du vrai sucre, 370 grammes exactement, et 500 grammes de fruits. Deuxième version, la confiture au cyclamate. Ça sent déjà bon la chimie. Pouvoir sucrant, 30 fois plus que le sucre, donc on en met moins, 60 ml. Troisième version, la confiture aux petites pastilles, composée d'excipients et d'un doux mélange d'aspartame et d'acésulfame K, 200 fois plus sucrant que le sucre traditionnel. 1, 2, 3, 4, 92 pastilles pour égaler nos 370 grammes de sucre. Et dernière version, le sucralose, 600 fois plus sucrant que le sucre. Attention, dosage au millilitre. 4,7, pas 1 de plus. Sinon... Ajoutez ensuite la même quantité de gélifiant aux 4 préparations et laissez doucement mijoter. Madame Bray, ça donne quoi ces confitures? Je trouve que c'est très différent à la cuisson. Celle avec le sucre, eh bien, elle donne une écume, comme on retrouve souvent sur les confitures, qu'on doit laisser à la fin tomber un peu. On peut observer ici que les pastilles là, de candérel qu'on avait ajoutées, elles ont de la peine quand même à se dissoudre. Et celle-ci, avec le sucralose, on doit vraiment la surveiller. J'ai le sentiment qu'elle crocherait très très rapidement. On pourra peut-être comparer la texture, on pourra comparer évidemment la sucrosité. On ne sait pas la chimie de l'édulcorant, ce qu'elle peut amener. Donc c'est pas facile de faire une confiture aux édulcorants. Ah non, parce que pourquoi? Mais ce sucre que vous voyez là, il sert à la conservation. Il sert pas tellement à sucrer les confitures. C'est pour qu'on conserve les fruits qu'on a trop pendant l'été, pendant toute l'année. C'est ce pouvoir-là qu'on lui demande au sucre essentiellement. Et ça, avec l'édulcorant, vous l'avez pas. Dans une confiture à l'édulcorant, vous êtes obligé de rajouter un agent conservateur. Ça va pas aller sinon. Donc ça veut dire que nos confitures, elles risquent de pas bien vieillir. Oh, elles risquent de faire du vin d'abricot. Simplement, elles vont simplement fermenter, certainement. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour fermenter. Alors Maya Cholet, ces fameuses confitures, les voici. Il y a celles qui ont été mises dans le frigo, celles qui ont été laissées à l'air libre. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont mal vieilli? Alors non, elles n'ont pas mal vieilli. Moi, je pensais que celles qu'on a laissées à l'air libre, sans les mettre au frais, allaient mal vieillir, mais pas du tout. Il n'y a pas de traces de moisissure, aucun souci. Mais en même temps, ça fait pas longtemps qu'on les a faites. Première bonne nouvelle, pas de confiture moisie. Maintenant, premier constat aussi, avec une confiture au sucre et une confiture avec des édulcorants, du cyclamate, on constate qu'il y a nettement moins de matière dans ce pot-là. Il y a clairement nettement moins de matière pour le même volume de fruits. Le sucre, le pot est plein, et puis là, c'est peut-être plein aux 2/3. Ça montre que le volume du sucre, on ne peut pas le remplacer par des édulcorants. La différence, elle est assez flagrante. On l'a bien compris, le miracle du sans-sucre n'existe pas. Qui dit sans sucre dit presque toujours édulcorant, déclaré ou caché. Mais où et comment fabrique-t-on ces produits de synthèse? Nous avons contacté de nombreuses usines en Suisse et en Europe. Aucune n'a voulu nous ouvrir ses portes. La transparence ne fait visiblement pas le poids face aux énormes enjeux de ce marché. Ça n'a l'air de rien, mais filmer la fabrication d'un édulcorant, c'est compliqué. Nous avons contacté de nombreuses usines en Suisse et en Europe. Toutes ont refusé de nous ouvrir leurs portes et de répondre à nos questions. Et finalement, c'est tout près de chez nous, à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg, que nous avons enfin trouvé quelqu'un qui a accepté. Véronique Breguet est prof de chimie industrielle ici, et notre demande lui a coûté pas mal de travail. Alors d'abord, on a étudié un petit peu la littérature et l'histoire des édulcorants de synthèse. Et puis on a choisi la saccharine parce que son histoire est très intéressante. C'est un des premiers édulcorants de synthèse et puis il a été découvert un peu par hasard. C'était un jeune étudiant, un postdoctorant dans une université à Baltimore qui s'appelait Fehlberg, qui travaillait sur les résidus de l'industrie du pétrole et qui utilisait comme matière première en fait ce qu'on appelle aujourd'hui du toluène. Donc c'est un solvant couramment utilisé dans la chimie.
Et puis il a fait des réactions, et puis quand il a eu fini de travailler, il y a son doigt qui est un peu touché. Puis quand il est parti à la pause, en fait, il a fumé sa cigarette et s'est rendu compte que ses doigts goûtaient un goût extrêmement sucré. Donc c'est vraiment comme ça que c'était découvert. Et c'était il y a déjà très très longtemps, puis c'était à la fin des années 1800. Véronique et son collaborateur scientifique Hugo ont analysé le tout premier processus de fabrication chimique de la saccharine. Et après quelques essais, ils ont finalement trouvé les bonnes manipulations à effectuer. Mais ce n'est qu'une méthode parmi d'autres. Un même édulcorant peut être fabriqué de plein de façons différentes, ce qui permet à une industrie de mettre à chaque fois un brevet dessus et de continuer à rentabiliser des édulcorants connus depuis longtemps. Oui, et c'est là justement toute l'ingéniosité de l'industrie au jour d'aujourd'hui. Parce que justement, quand une industrie a déposé un brevet par une voie, ça permet à une autre industrie de rester compétitive en utilisant la même molécule finale, mais en passant par un autre chemin. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans l'histoire de la saccharine. Des secrets bien gardés, beaucoup d'argent en jeu. Tous les édulcorants de synthèse sont enrobés de polémiques et d'enjeux qui dépassent de loin l'alimentation. Vincent Morigno enseigne la géographie à l'université de la Sorbonne. Il y a quelques années, il a réalisé une étude approfondie sur la géopolitique du goût sucré. C'est un monde extrêmement complexe, avec beaucoup d'influences, beaucoup d'évolutions. Le tout premier édulcorant, c'est 1879 pour la date de la première découverte. Et les tout derniers édulcorants, c'est dans les années 2010. Et ils s'en cherchent encore aujourd'hui dans les laboratoires. Un peu partout dans le monde, ils s'en découvrent régulièrement. Donc il y a des rebondissements, il y a des revirements aussi, des édulcorants qui ont existé, qui ont cessé d'exister, des édulcorants qui ont été très à la mode et qui ont quitté le premier plan. Désormais, la plupart des édulcorants sont fabriqués en Chine ou en Inde par une poignée de grandes entreprises, mais impossible d'obtenir des chiffres de production ou d'importation. Comme c'est très chimique, les industriels vont rechigner aussi à être trop précis pour que le consommateur ne prenne pas peur. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que c'est chimique que c'est mauvais. En effet, c'est assez chimique. Soude caustique, toluène, permanganate de potassium, acide chlorhydrique, des substances loin d'être anodines. Donc là, on prend le permanganate de potassium, qui est l'oxydant utilisé pour cette réaction, et on va l'ajouter dans le mélange réactionnel. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant parce que typiquement dans le cas de la saccharine, si on regarde toutes les matières premières et les réactifs qu'on utilise, ils sont a priori plutôt nocifs d'un point de vue chimique pour arriver à la fin à une molécule qui est chimiquement inoffensive. La plupart des autres édulcorants, c'est un peu les mêmes principes, c'est des molécules qui sont assez compliquées, qui sont souvent aussi un peu toxiques. Et puis, à force de réagir et surtout de purifier, c'est vraiment ce qui est très important, c'est de bien purifier la molécule à la fin. La molécule finale est aussi inoffensive que peut l'être un médicament en fait. Quand on sait à partir de quoi ils sont faits, pas étonnant que les édulcorants puissent faire peur et qu'on ne nous laisse pas filmer leur fabrication. Mais souvent, la décision de les interdire ou de les autoriser est dictée par autre chose que le principe de précaution. Notre position face à chaque édulcorant a varié dans l'histoire, varie encore aujourd'hui dans l'histoire. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a derrière tout cela pas uniquement des questions, des considérations médicales. C'est un mélange entre de la géopolitique, de l'économie, de la culture alimentaire, et puis évidemment un aspect purement scientifique. Des États qui choisissent d'interdire certains édulcorants pour favoriser leur propre production. Des grands sucriers qui attaquent à coups d'études sur leur nocivité. Et le monde des édulcorants qui contre-attaque à coups de publicité minceur. Tout cela crée la confusion dans la tête du consommateur, jusqu'au moment où le monde du sucre et du faux sucre ne fait plus qu'un. Il y a des lobbies partout. Début des années 2000, on a vu évoluer le monde des édulcorants et le monde des grands sucriers de manière parallèle et avec des tensions. Les sucriers étaient les ennemis des édulcorants. C'est là que j'ai lu tous les articles sur le cancer du rat ayant avalé tel ou tel édulcorant. Et donc c'était très clair que les grands sucriers européens
cherchait les failles du monde des édulcorants. Le tournant, c'est 2008, 2009, 2010. C'est l'acceptation de la stevia aux États-Unis d'abord, puis en Europe. Et à partir de 2010, on voit les grands sucriers faire alliance avec les grands de l'édulcorant. Et on voit arriver dans nos supermarchés un mélange de vrai sucre et de stevia, et éventuellement d'autres édulcorants d'ailleurs. Et donc ça, c'est la preuve que ce sont maintenant les mêmes, les lobbies du sucre et des lobbies des édulcorants. Les mêmes lobbies, les mêmes usines en Asie où se fabrique la majorité des substances édulcorantes consommées dans le monde, avant d'être conditionnées ici. Au final, tout se mélange pour ne donner plus qu'une poudre, comme à Fribourg, où la synthèse de notre édulcorant est presque terminée. Dernière étape, Hugo filtre la poudre plusieurs fois pour la débarrasser des résidus toxiques. Et donc voilà, là on a la saccharine qu'on a obtenue. C'est peut-être le sucre que l'on mangera tous à l'avenir, le sucre du futur. C'est du moins ce que veut croire une start-up israélienne qui a inventé un sucre véritable qui permet de réduire de 20 à 40% la teneur en sucre sans édulcorant et sans compromis sur le goût en modifiant simplement la forme des cristaux. Reportage en Israël, Stéphane Amar. Dans un supermarché israélien, Shiri Ranot vient contrôler la mise en rayon d'un tout nouveau produit. Avec ce chef pâtissier, sa société a mis au point ses biscuits au beurre et à la noix de pécan. A priori, rien ne les distingue des biscuits ordinaires. Mais à y regarder de plus près, l'étiquette rouge, qui signale une forte teneur en sucre, a disparu. Pour avoir le droit d'enlever l'étiquette rouge sur un emballage, le produit doit contenir moins de 9,8 grammes de sucre. Nos biscuits en contiennent moins que cela, nous avons donc pu enlever l'étiquette rouge, à l'inverse de la plupart des autres biscuits au beurre qui contiennent 2,5 fois plus de sucre. 2,5 fois moins de sucre. Pourtant, ce biscuit ne contient pas le moindre édulcorant et son goût n'a rien de particulier. À mon avis, c'est impossible de faire la différence entre ce biscuit et un biscuit normal. Pour percer le mystère de ces biscuits sucrés à faible teneur en sucre, il faut se rendre dans la banlieue de Tel Aviv, chez Doumatok. Cette start-up se targue d'avoir inventé le sucre du futur. Cela ressemble exactement à du sucre normal. Si vous regardez la composition du sucre normal, vous trouverez globalement la même chose. Il n'y a pas d'OGM, pas de traitement chimique, pas de modification de la molécule de base. C'est juste un changement physique de la structure des cristaux. Pour modifier la structure du sucre, ces scientifiques, issus pour la plupart de l'industrie pharmaceutique, utilisent un support chimique présent dans certains médicaments. C'est comme une poudre, mais en toute petite quantité, 0,1% mélangé au sucre. Le fait d'ajouter ce support chimique amène les cristaux de sucre à se défaire plus rapidement. Il faut savoir que seulement 20 à 30% du sucre qui se trouve dans les aliments se dissout et vous procure le goût sucré. Quand vous utilisez notre sucre, une part bien plus importante se dissout car les cristaux se défont plus rapidement. Donc davantage de sucre atteint nos récepteurs gustatifs. À quantité de sucre égale, vous obtenez un produit plus sucré parce que le sucre est devenu plus efficace. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas que le produit soit plus sucré, c'est qu'il utilise moins de sucre et conserve le même niveau de douceur. Caroline a longtemps travaillé dans l'industrie des arômes en Suisse. Alors nous voilà dans le laboratoire d'applications sucrées. Nous faisons tous les jours nos applications avec une équipe de techniciens qui sont des chefs pâtissiers et une équipe de technologues et ingénieurs. On se retrouve comme à l'arrière d'une boulangerie, à l'arrière d'un fournil. Dans le laboratoire, c'est exactement pareil. On a les fours, le laminoir. On va faire des biscuits, des cookies, des cakes. Et de ce côté, on fait plutôt les chocolats, les pâtes à tartiner. Les pâtissiers et les maîtres chocolatiers du laboratoire recréent à l'identique les produits industriels vendus dans le commerce. Ils parviennent à réduire de 30 à 50% la teneur en sucre, sans le moindre compromis sur le goût, contrairement aux produits utilisant des édulcorants. Démonstration avec cette pâte à tartiner. Quand on prend un produit du marché, là, ils claiment 83% en moins de sucre. C'est énorme. Eux, ils ont enlevé la totalité du sucre, ils ont mis des polyols
Et ils ont joué aussi sur la sucrosité en rajoutant de la stevia. Donc ils jouent plus sur les édulcorants d'haute intensité. Nous, on travaille différemment. On veut remplacer le sucre par le sucre. Donc là, je le mets en bouche. Alors, on peut comparer un Nutella pâte à tartiner de chez nous et cette pâte à tartiner, ça n'a rien à voir. Là, je sens quelque chose de très râpeux. Je sens un arrière-goût très intense de stevia qui reste longtemps dans la bouche. Et là, si je prends une de nos solutions, là, on est plus proche d'un produit de référence qu'on a l'habitude de voir au supermarché. Au niveau texture, celui-là, il était très huileux. Celui-là, il est pâteux. Là, j'ai bien le chocolat et la noisette, alors que là, j'avais beaucoup de noisettes. Et c'est surtout, j'ai une attaque normale en bouche et une fin qui est totalement neutre. J'ai pas d'arrière-goût. J'ai aucun arrière-goût et c'est ce que le consommateur cherche à avoir. Le consommateur, il veut que son produit réduit en sucre, plus sain pour la santé, il ait exactement le même goût que le produit de référence dont il avait l'habitude de consommer auparavant. En même temps, il se fait plaisir et il fait attention à sa santé. Les produits à base de ce nouveau sucre coûteront sensiblement plus cher, mais le marché pourrait s'avérer gigantesque, car le sucre est partout dans notre alimentation et pose un problème de santé publique à l'échelle planétaire. Un enfant sur 3 dans le monde est en surpoids. C'est un problème énorme. De plus en plus de gens souffrent de diabète de type 2 à cause de la surconsommation de sucre. Tous les pays du monde sont confrontés au même problème. Et si nous parvenons à prendre notre part et travailler avec l'industrie pour faire baisser le niveau de sucre, cela fera une différence énorme. La start-up a déjà levé 28 millions de francs et conclu des accords avec des géants de l'agroalimentaire. Les premiers produits à base du nouveau sucre seront commercialisés aux États-Unis fin 2022 et 1 an plus tard en Europe. Imaginez-vous payer pendant 30 ans une assurance perte de gain, la faire valoir après un grave problème de santé, toucher dans un premier temps l'argent de l'assurance avant que cette dernière le réclame en retour pour surindemnisation. L'histoire est digne d'un mauvais feuilleton dont se serait bien passée la famille André. François Janet s'est rendu en terre fribourgeoise. Quand on voit leur belle publicité en disant on est là pour nos clients, même en cas de sinistre, et puis pour un client qui est depuis 1987 chez eux, qu'ils aient au moins un minimum de considération, quoi. Puis un petit peu un côté humain en tenant compte du préjudice. Mais et ça, vous ne l'avez pas rencontré? Non, la Vaudoise n'entre pas en matière. Les conditions générales sont comme ça, Punkt, Schluss. Le dépit de Mélanie André est partagé par toute sa famille. Il y a quelques années, son papa, Gérard, a subi un AVC qui l'a laissé longtemps dans l'incapacité de travailler. Heureusement, imaginez la famille, il avait une assurance. Il avait une assurance auprès de la Vaudoise, une assurance Liberty Plan, sur laquelle c'était noté qu'en cas d'incapacité, il y avait une indemnité de 1 000 francs par mois, pour autant que l'incapacité soit à 100%. Une perte de gain. Une perte de gain, exactement. Dans un premier temps, la Vaudoise a versé la perte de gain. Puis l'assurance invalidité est intervenue et d'autres indemnités ont été versées à M. André. La Vaudoise a constaté une surindemnisation et a réclamé le remboursement de ses prestations. Il s'est retrouvé un jour à recevoir un courrier en disant « Cher Monsieur André, on vous a trop versé, donc vous devez nous restituer l'indemnité. » Donc c'est vrai que quand mon papa il a reçu ça, il était un petit peu choqué, quoi, en disant « Je suis tombé malade, la seule assurance que j'ai, qui est comme une assurance vie, où j'ai fait les démarches, tout d'un coup on me dit mais je vous ai versé cet argent, puis finalement vous avez trop gagné, donc vous n'avez pas le droit à cette indemnité. » Aujourd'hui, Gérard André a repris quelques activités, mais il reste très diminué par son accident. C'est pour cela qu'il a demandé à sa fille de plaider sa cause. Car si son revenu n'a pas baissé, c'est aussi et surtout parce que l'exploitation du domaine a continué grâce au soutien de toute la famille. Les vaches, elles sont là, on ne peut pas dire on s'en occupe plus tard. Il faut s'en occuper le matin, il faut s'en occuper le soir.
Donc on s'est un petit peu organisé entre nous avec la famille. On a eu de la chance d'avoir des membres de la famille qui sont aussi dans l'agriculture, qui ont vraiment donné un effort considérable, qui ont donné de leur temps, sur qui on a pu compter. Et puis grâce à eux, on a réussi à s'organiser comme ceci. Est-ce que vous avez rémunéré ce travail? Non. Si on avait dû les rémunérer, alors on n'aurait pas pu, quoi, parce que toutes les heures qu'ils ont passées, c'est énorme. Spécialiste du droit de la sécurité sociale, Anne-Sylvie Dupont connaît bien de tels cas de figure. Ce ne sont pas des cas qui sont très rares. Les litiges en matière d'assurance privée concernent assez régulièrement l'interprétation du contrat d'assurance et notamment la question de savoir s'il s'agit d'une prestation de somme ou de dommage. Autrement dit, si c'est une prestation brute qu'on doit vous verser telle qu'elle est écrite dans le contrat ou une prestation qui doit vous être versée sous déduction d'autres prestations que vous auriez pu recevoir d'autres assurances, notamment sociales. Avec les prestations de l'AI et l'aide bénévole de sa famille, Gérard André n'a donc pas subi de perte de gain. Sans perte de gain, pas d'indemnité. Dans son cas, il aurait eu besoin d'autres formes d'assurance. Quand vous avez une exploitation et que vous êtes incapable de travailler, vous avez deux problèmes. Vous avez votre revenu à vous, qui n'est plus assuré, et vous avez des charges d'exploitation qui continuent de courir. Donc vous avez ces deux problèmes. Et l'idée ou la couverture idéale, on l'obtient en réalité en combinant deux types de produits d'assurance. Une assurance de somme d'abord, pour laquelle on n'exigera pas que vous ayez une perte financière pour verser la prestation. Et avec l'argent de la prestation, vous payerez vos charges. Et puis par ailleurs, une assurance qui couvrira votre perte de gain à vous, la perte de votre revenu à vous. Et souvent, cette assurance-là est une assurance de dommage et suppose donc que vous ayez véritablement une perte financière. Jusqu'ici, la famille André a plaidé sa cause auprès de la Vaudoise sans succès. Reste une possible démarche à entreprendre. Faire appel au service gratuit de l'Ombudsman des assurances. Le pourcentage de succès est assez conséquent. On est à plus de 2/3 de résultats positifs. Ça veut dire positif, ça ne veut pas forcément dire que l'assuré obtient ce qu'il souhaitait, mais en tout cas plus que ce que l'assurance lui avait offert avant notre intervention. C'est le dossier qui fait qu'on entre en matière ou pas. Si on estime que l'assureur est dans l'erreur, on va intervenir. Si on estime que l'assureur a raison, on va également intervenir, mais pour le dire à l'assuré. Faire la réplique pour Madame R. Dès l'instant où on décide d'intervenir, on pratique ce qu'on appelle une interpellation. Une interpellation, c'est un document écrit avec des pièces justificatives, presque un peu comme un petit acte de procédure qu'on envoie à l'assurance en estimant qu'elle devrait réexaminer sa position. Et suite à ça, on obtient en général une réponse de l'assureur qui peut suivre notre argumentation ou au contraire maintenir la sienne. Il n'y a pas de pouvoir contraignant de l'ombudsman. Nous ne sommes que des médiateurs. La famille André n'a pas encore décidé si elle tentera cette médiation ou non.